souhaite d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous attaquons la troisième saison des Arts Cafés et en fait, ça fonctionne très bien donc chaque mois, on a de plus en plus de monde donc on va continuer sur cette lancée. Donc ce mois-ci, nous allons parler donc de soumission chimique. Je vais faire ma petite introduction, heu et donc après je laisserai la parole, je vous présenterai notre intervenante et je lui laisserai la parole et comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans la messagerie. Donc je vais commencer donc mon introduction. Donc le GHB et le GBL sont souvent cités dans les médias. Dernièrement, on a beaucoup parlé, de drogue qui étaient disons, on a parlé des piqûres, dans les discothèques et cetera. Mais, est-ce que ces produits-là sont les seuls? Qu'est-ce que la soumission chimique? Est-ce que l'alcool fait partie des produits utilisés dans le cadre de la soumission chimique? Donc aujourd'hui, on vous propose une mise au point sur cette question et donc nous avons invité le docteur Leïla Chawaki, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est pharmacienne donc au Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, donc le CEUP et d'Addictovigilance d'Île-de-France Centre Val-de-Loire, qui dépend de l'hôpital Fernand Vidal à Paris. Je pense que j'ai bien tout dit. Alors, je vais démarrer sans plus tarder, puisque en réalité, le sujet est vaste et ça n'a pas été évident de faire un format d'1 heure. Et comme je suis très pipelette, vaut mieux que ça parte très vite. Donc, pour la présentation rapidement, donc, je suis le docteur Leila Chawachi et je suis experte nationale auprès de la NSM sur l'enquête soumission chimique. Donc, effectivement, je suis pharmacien au centre d'addictovigilance de Paris. Pour vous dire très rapidement quelle est notre structure et ce pourquoi on intervient. Donc, l'addictovigilance, c'est une structure réglementaire de santé publique. On est en charge de l'évaluation du potentiel d'abus et de dépendance des substances, les complications liées à leur usage. On conduit des travaux d'expertise auprès de nos tutelles, donc que ce soit les agences nationales de sécurité du médicament ou les agences régionales de santé. À titre d'exemple, à Paris, donc, on est sous la tutelle de l'Île-de-France et Centre-Val-de-Loire. Et puis, on conduit également des travaux d'expertise qui sont plus spécifiques de recherche pour les autorités sanitaires ou politiques comme auprès de la MILDECA. Donc, on est organisé en réseau, on est 13 centres, on se répartit l'ensemble du territoire national. On dispose pour ça d'un certain nombre d'outils. Il y a la notification évidemment, mais une collection d'outils, en fait, ce sont des enquêtes annuelles spécifiques pour aller à la recherche du signal. Et puis pour ça, on a besoin bien sûr de plusieurs partenaires. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au volet soumission chimique pour lequel le Centre d'addictovigilance de Paris est responsable. Alors la soumission chimique, c'est une enquête qui est annuelle, prospective sur l'usage criminel des drogues. Je pense qu'on pourrait même dire l'usage criminel des substances, puisqu'il n'y a pas que des drogues et encore moins que des drogues illicites. Donc, les partenaires qui sont impliqués sont des experts toxicologues, des médecins légistes, les centres antipoison, par exemple, par la réponse téléphonique d'urgence ou les dispositifs d'appel comme Drogue Info Service. L'objectif de l'étude, c'est d'identifier les substances incriminées, qu'est-ce qu'on utilise en soumission chimique, de définir les types d'agressions, pourquoi est-ce qu'on drogue les gens, dans quel contexte, est-ce qu'il y a un mode opératoire qui a pu être décelé, et quelles sont les conséquences cliniques de la prise de ce type de produit. Donc, le but, la finalité de tout ça, c'est d'avoir un rôle de prévention, entre guillemets, ascendante et descendante. Donc, ce qu'on appelle une prévention ascendante, c'est la réalisation de nos rapports d'expertise tous les ans qui permettent la surveillance. Le but de ces surveillances, c'est de pouvoir proposer éventuellement des changements réglementaires lorsqu'ils l'imposent pour sécuriser l'usage du médicament, puisqu'on le verra ensemble, la plupart du temps, ce sont des médicaments qui sont utilisés. Et puis, ça nous permet, à plus long terme, quand c'est nécessaire, de carrément changer la formulation galénique pour le rendre moins précieux dans le cadre de la soumission chimique. Donc, par exemple, en mettant un colorant, par exemple, qui permettrait de le révéler dans le verre des victimes. Et puis de l'autre côté, on a une prévention descendante, donc par la formation des professionnels, l'information du grand public, et on a un certain nombre de supports de communication. On intervient beaucoup dans les médias pour essayer d'avoir la plus grande force de frappe possible sur ces questions. Alors, le plan de la présentation, il va se présenter de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va d'abord revenir sur les enjeux, les définitions, pour bien les fixer ensemble. On va revoir ce dont relève la soumission chimique, ce qu'il faut savoir sur la vulnérabilité chimique, elle est bien moins connue.
pourquoi est-ce qu'une judiciarisation est nécessaire et quelle importance de former les professionnels de santé, comme on le fait finalement aujourd'hui, et les professionnels tout court. Donc, pour la définition et les enjeux, très rapidement, donc là, vous avez des chiffres en 2020, par exemple. Donc, on a eu 539 cas suspects qui nous ont été rapportés. Donc, il faut bien comprendre qu'au sein d'Addictovigilance, on nous rapporte des cas suspects. Et c'est suite à notre évaluation qu'on va pouvoir discriminer donc les cas qui relèvent de la soumission chimique des cas qui relèvent de la vulnérabilité chimique. Et donc, qu'est-ce que c'est la différence? Donc, la soumission chimique, c'est le fait qu'on vous drogue à votre insu ou sous la menace, donc clairement sans votre consentement, avec une substance psychoactive dans un but criminel ou délictuel. Je vous drogue pour vous voler, je vous drogue pour vous violer, je vous drogue pour vous enlever, pour vous séquestrer, etc. Donc là, c'est une soumission chimique. Quand on est un enfant de moins de 15 ans, peu importe qu'il y ait une consommation, qu'il n'y ait pas eu de menace ou de ruse, on considère que vous serez forcément dans un cas de soumission chimique infantile, puisque vous obéissez à une autorité adulte, par exemple, et que vous y soumettez de facto. Donc ça, c'est la soumission chimique. La vulnérabilité chimique, en revanche, c'est un état de fragilité d'une personne qui est induit par la consommation volontaire de substances et qui l'a rendue plus vulnérable à une agression. C'est typiquement une personne qui sera en état d'ivresse, la consommation est volontaire, mais elle va subir une agression du fait qu'elle n'était pas en ses moyens pour pouvoir s'opposer au rapport sexuel, par exemple. Donc, si nous, on fait cette dichotomie, comment est-ce qu'on l'a fait? C'est à travers les signalements suspects qu'on va avoir, on va croiser les données cliniques et toxicologiques pour savoir qu'est-ce qui relève de l'un ou de l'autre. Et ce qu'on observe dans nos données, c'est que de façon minoritaire, on retrouve des cas de soumission chimique vraisemblables. Donc, nous, c'était 11% en 2020. Et à contrario, on a des cas beaucoup plus importants de vulnérabilité chimique à 45%. Alors, le paradoxe, c'est que la soumission chimique vraisemblable, qui, elle, est peu courante, heureusement, pour le coup, elle est surmédiatisée. Il y a une surexposition du phénomène, avec un contexte de la libération de la parole sur lequel on va revenir avec le hashtag Balance ton bar. Et le paradoxe, c'est que la vulnérabilité, qui est un sujet beaucoup plus vaste, beaucoup plus important dans notre société, est totalement passée sous silence en 2021 dans un contexte de fermeture, de réouverture des bars, avec des changements de consommation qui étaient importants et qui méritaient de mettre tous les warnings nécessaires sur la vulnérabilité chimique. Alors, pourquoi est-ce que le silence radio pose problème? Donc déjà, c'est que la médiatisation sur l'usage criminel a mis le projecteur sur la substance administrée à l'insu des victimes plus que sur l'agression elle-même. Donc, je vous rappelle que le but d'une soumission chimique, c'est tout de même l'agression au décours de cette administration à l'insu ou sous la menace. Aucun travail de prévention n'a été fait vraiment sur les risques de vulnérabilité chimique. Le principal message à destination des victimes est aussi passé sous silence, c'est que la question n'est pas de savoir finalement si vous avez été drogué ou pas à votre insu. Bien sûr que la question se pose, ça, ce sont les éléments d'enquête qui le détermineront. Mais le message important pour les victimes, c'est qu'elles aient été soumises chimiquement ou qu'elles aient été victimes d'une vulnérabilité chimique, dans tous les cas, elles n'étaient pas responsables de l'agression qu'elles avaient subie. Et donc l'agression doit rester au centre de ce dépôt de plainte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la culpabilité est le principal obstacle à la judiciarisation des affaires et à la prise en charge nécessaire des victimes. Vous le savez, hein, il y a moins de 10% des victimes d'agressions sexuelles qui vont jusqu'au dépôt de plainte déjà en contexte lambda. Et si en plus on rajoute à ça un usage de substances avec la culpabilité d'avoir été dans un état second, on a tendance à se dire que si la personne vous a drogué à votre insu, c'est de sa faute puisqu'il y a eu préméditation, signé, une stratégie élaborée. Et puis si vous avez consommé vous-même quelque part, vous en êtes responsable. Et ça fait un grand obstacle au dépôt de plainte. Donc c'est très important de pouvoir le déconstruire et de garder bien l'intention criminelle et l'agression au centre des débats. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de déconstruire des idées reçues sur la soumission chimique, parce qu'elles sont nombreuses, de sensibiliser sur une notion méconnue, la vulnérabilité, et de promouvoir la judiciarisation des affaires. Alors d'abord sur la soumission chimique, le mouvement de libération de la parole ne vous a pas échappé, hein, le hashtag Balance ton bar. Donc là, je vous ai mis quelques représentations des slogans qui pouvaient être diffusés à ce moment-là. Donc vous avez notamment GHB, laissez-nous danser en paix. Quand on va en teuf, c'est pas pour flipper toute la soirée. Hashtag MeToo GHB, marre de faire attention à mon verre, violence sexuelle, on vous croit, ma chère est-elle le prix pour boire un verre? Ou encore serveur violeur est ta complice. Alors pour cette dernière, je vous rappelle que le mouvement était un mouvement européen et pas uniquement national.
qui a été lancée à travers les réseaux sociaux, soutenue par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes et qui a été massivement relayée dans les médias locaux et internationaux. Et c'est ce qui a fait qu'on a été extrêmement sollicité en tant que centre référent. Cette affiche qui dit serveur, violeur est complice, elle est belge. Et comme le signal a démarré de Belgique, la libération de la parole, c'était dans un contexte où un serveur avait été soupçonné et incriminé de droguer les personnes présentes à son bar à leur insu pour commettre des agressions sexuelles. Et là, le problème était que les services de police n'avaient pas sévi cette personne malgré un certain nombre de dépôts de plainte. Et de même, il n'a pas été mis à pied dans son travail. Donc, il continue à exercer. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez cette affiche. Donc, le mouvement est parti de cette histoire du serveur. Alors, au hashtag balance ton bar, très rapidement, ça s'est transformé en hashtag MeTooGHB avec les références qu'on peut entendre du MeToo. Et vous allez voir, là, je vous ai mis que quelques exemples, on pourrait en citer, mais des centaines et des centaines des articles. Vous avez toujours le GHB dans toutes les bouches et sur toutes les ondes. Donc, balance ton bar ou viol sous GHB, comme si c'était systématique. La menace du GHB qui plane sur les établissements de nuit. Et puis, face au GHB dans les bars, les mots-clés pour témoigner, etc. Donc, vous le voyez, que ça soit Le Monde ou Paris Match, la règle des algorithmes fait que dans tous les cas, quel que soit l'intérêt et la valeur du contenu de ces articles, le titre sera tout aussi réducteur, puisque c'est le mot GHB qui générera les clics. Et quelle que soit la qualité de l'article, vous aurez toujours un titre extrêmement réducteur. Alors, les bienfaits et les méfaits, vous les devinez, mais je vous l'ai dit. Comme tout mouvement de libération de la parole, il y a énormément de choses positives qui en ressortent et nous le saluons parce que c'est une excellente nouvelle. C'est un sujet qui a été longtemps resté dans l'ombre, mais effectivement, c'est contrebalancé par certains points négatifs qui étaient importants pour nous de contrebalancer. Donc, les bienfaits, c'est bien sûr le soutien et l'accompagnement à la libération de la parole. C'est l'augmentation de la remontée des cas suspects, puisque c'était un sous-signalement qu'on avait et qui continue à être. Il y a eu un intérêt croissant des autorités politiques et sanitaires pour la problématique, même si en France, c'est depuis 2003, je vous le rappelle, que l'ANSM est bien engagée dans cette problématique. Il y a une implication des établissements de nuit, aussi des établissements festifs, des établissements musicaux, dans la réduction des risques en lien avec la soumission chimique, et puis une prise de conscience plus globalement du grand public sur les risques liés à l'administration à l'insu. Les méfaits, on les a dit, on les redit. Ça a entretenu un certain nombre d'idées reçues sur la problématique de la soumission chimique. Il y a eu des développements d'outils de réduction des risques un peu à la va-vite et à floraison sur la base de ces mêmes idées reçues. Donc, en matière criminelle, je vous le rappelle, ce qui ne protège pas expose, et donc une inefficacité et nécessairement une dangerosité. Il n'y a pas d'innocuité. Et donc, c'est important qu'on les évoque ensemble. Il y a eu un échec d'orientation des victimes vers le dépôt de plainte. Alors, ça n'a pas été le cas pour les piqûres, ça on pourra en parler plus tard, mais en tout cas, lors du mouvement de la libération de la parole du hashtag Balance ton bar et MeTooGHB, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est resté entre guillemets au stade de rumeur invérifiable, à part une augmentation des signaux, puisqu'il n'y a pas eu d'analyse et d'expertise toxicologique. Il y a eu un effet anxiogène important, avec ce climat de suspicion permanente et l'envie de se faire quelque part justice soi-même. Nous, quelques articles sur la presse nous avaient alertés avec des hommes qui ont confisqué les cartes d'identité si jamais ils rentraient en compagnie d'une jeune fille ivre, etc. Et donc, il y a eu des espèces de dérives de cette sorte-là où on était à la recherche des auteurs sans aucune preuve tangible et sur la simple suspicion du fait qu'un homme serait nécessairement un agresseur, par exemple. Donc là, il a fallu effectivement contrebalancer et puis rechercher la recherche de solutions simples à des questions complexes. De toute façon, c'est quelque chose qui a du mal à porter ses fruits en général. Alors, l'idée, c'est de parcourir ces différents items ensemble: profil des victimes, des agresseurs, type d'agression, le lieu des soumissions chimiques, les vecteurs utilisés, les produits utilisés vraisemblablement, les délais de détection et les matrices de détection, pour déconstruire ensemble ces idées reçues. Alors, la présentation va s'articuler systématiquement de la façon suivante. À gauche, vous allez avoir à chaque fois la représentation collective, et puis ensuite à droite, plutôt ce qui ressort des données d'enquête 2019 notamment, et quand quelque chose change en 2020, je vous le préciserai. Alors, l'idée collectivement admise de la victime de soumission chimique, c'est la jeune
femme. Donc, il y a les deux éléments qui comptent, le sexe et l'âge. Donc, dans les faits, nous, quand on regarde ce qui ressort de nos données d'enquête, les femmes sont effectivement majoritaires, bien représentées. En revanche, les hommes sont bien présents. Les hommes sont également victimes de soumission chimique. Ce que vous voyez en violet sur le camembert, c'est juste le sexe des victimes n'avaient pas été renseignées, donc c'est des noms précisés. Mais effectivement, c'est majoritairement des femmes, hein, donc l'idée reçue n'est pas fausse, mais en tout cas, elle laisse dans l'ombre une part non négligeable d'hommes qui méritent également d'avoir toutes ces campagnes qui leur sont adressées. C'est tous les âges, donc de l'enfance des enfants aux seniors, avec effectivement, encore une fois, l'idée communément admise n'est pas totalement fausse, puisque c'est les 20-29 ans qui sont davantage représentés dans la classe d'adultes, mais les seniors et les personnes âgées sont bel et bien représentés. Donc, vous pouvez le voir, ça démarre à 2 ans jusqu'à 86 ans en 2019. En 2020, ça démarrait à 17 mois. Donc, les profils des agresseurs, donc l'idée communément admise, c'est l'homme inconnu, le loup, le rôdeur, solitaire à la proie de la victime. Alors évidemment, on ne va pas se mentir, les hommes sont très majoritairement représentés également en tant que... En revanche, les femmes sont également représentées. Ça ne va pas être pour les mêmes faits la plupart du temps. Donc, les hommes sont beaucoup impliqués dans les agressions sexuelles, dans les actes de violence physique, etc. Pour les femmes, ce sont davantage des vols elles sont concernées davantage par des vols et puis de façon plus rare, mais quand même très présente dans les infanticides, par exemple. Donc, les personnes sont très majoritairement et de plus en plus connues. Donc, ça, c'est quand même important de l'avoir en esprit. Donc, ce n'est pas ce rôdeur solitaire. Alors, il existe, attention, il y a une part de personnes inconnues, mais la plupart du temps, c'est une personne connue, puisque en général, les personnes ne laissent pas leur verre juste comme ça, sans surveillance, dans un établissement festif, etc., même si ça peut arriver. Mais la plupart du temps, ce verre, il est laissé sous la surveillance d'une personne de confiance qui va trahir cette confiance. Et puis, l'action et l'agression peut se faire de façon solitaire, comme on l'imagine dans la représentation collective, mais effectivement, également, des agressions en réunion sont rapportées, et donc c'est important de l'avoir également en mémoire. Alors, si on s'attarde sur le type d'agression, donc les agressions avec le hashtag MeToo donc laissent penser à des agressions sexuelles et uniquement. Alors, les agressions sexuelles, bien sûr, sont présentes. Elles sont majoritaires, mais il y a également des faits de maltraitance, surtout en ce qui concerne les enfants et les seniors. On appelle ça des enfants battus chimiquement ou des seniors battus chimiquement. Donc, on ne les frappe pas, mais on les tanne avec des substances. Typiquement, c'est au lieu de vous raconter une histoire pour dormir, vous donner des somnifères. C'est mettre de l'alcool dans le biberon d'un enfant, d'un nourrisson, etc., pour qu'il arrête de pleurer. Donc, c'est une forme d'anesthésie, sédation contrainte. Et pour les personnes âgées, de la même façon, c'est dans différents types de structures, le fait de vouloir gérer les personnes âgées qui peuvent être séniles ou démentes, etc., ou alors tout simplement gênantes pour ceux qui les prennent en charge. Donc là-dessus, non seulement les personnes seront connues des victimes, mais malheureusement aussi très proches d'elles, puisque ça sera les personnes qui ont directement la responsabilité de s'occuper de ces enfants ou de ces personnes âgées, et ça renforce le tabou sur ce type de problématique. Les vols, bien sûr, sont retrouvés. Je ne peux pas tout vous mettre puisque c'est que les données 2019, mais en réalité, je peux vous citer de tête, c'est aussi bien les vols, les enlèvements, les séquestrations, les tentatives d'homicide et les homicides avérés. Et puis après, vous avez tout un volet également de la traite humaine. Alors là, vous voyez 1,9%. Vous imaginez bien que le signal est extrêmement faible puisqu'il est assez rare que ces victimes portent plainte, encore moins que les autres. Mais effectivement, on a de plus en plus de cas où on nous décrit des rites de passage, soit dans la prostitution de façon forcée ou fortement incitée, dans des contextes d'emprise. Et puis, toutes sortes de sévices, et notamment pour commettre des crimes et des délits dans le cadre d'embrigadement dans des structures criminelles et délictuelles. Donc, les agressions sont multiples et c'est important de l'avoir en mémoire. Il y a des choses qui rapprochent certaines extrémités
de la vie. Donc, effectivement, c'est cette sédation forcée. Mais il y a également, pour les personnes âgées, une tendance au vol et à l'extorsion d'héritage, puisque ils sont particulièrement vulnérables et qu'ils ont potentiellement des sous de côté. Les femmes sont particulièrement concernées par les agressions sexuelles, mais les hommes également sont concernés au premier niveau. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir en 2020. Et puis, pour les vols, donc c'est davantage les hommes qui seraient concernés. Alors, pour le CIP, donc, également, c'est aussi également intéressé au lieu de soumission chimique. Alors, j'entends par lieu de soumission chimique, là où on vous a drogué à votre insu, pas forcément le lieu d'agression. Nous, ce qui nous intéresse, c'est où est-ce qu'on drogue les gens, où est-ce qu'il y a ce mode opératoire. Et dans l'imaginaire collectif, c'est la boîte de nuit, l'établissement festif avec ce fameux hashtag balance ton bar. Alors, nous, c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans nos données, puisque c'est majoritairement au domicile. Donc, comme c'est majoritairement une personne connue contre ses idées reçues, et ben, de la même façon, c'est souvent le domicile qui a tendance à être assimilé à un endroit sécure, où on est, voilà, où on est en lieu sûr, avec une personne de confiance. Et effectivement, c'est là où les faits sont majoritairement perpétrés, sachant que ça va être extrêmement compliqué d'intervenir dans un contexte privé où c'est souvent une personne face à une autre et une parole contre une autre. Donc, dans les autres cas, bien sûr que les boîtes de nuit existent, et les lieux festifs existent. Ils arrivent en deuxième position, pas loin après le domicile, mais en tout cas, c'est bien le domicile qui est en première position. Et pourquoi ça pose problème, cette idée reçue avec le hashtag balance ton bar? Alors, indépendamment du fait que les établissements de nuit ont tous décrié le hashtag et ils en ont pas mal souffert, puisque je vous rappelle que les boîtes de nuit étaient fermées pendant 18 mois d'affilée pendant le Covid, que les bars et les restaurants avaient oscillé entre des phases d'ouverture et de fermeture tous les 3 mois, qu'ils étaient déjà en souffrance par rapport à la crise sanitaire pour plein de raisons différentes. Et ils ont eu tous le sentiment d'une forme d'injustice, d'être pris pour cible ou d'être taxés de complicité avec ces actes criminels, puisque plusieurs se sont engagés ensuite dans une réduction des risques et d'autres avant étaient déjà engagés dans la réduction des risques. Donc, au-delà on va dire de ce chagrin du hashtag balance ton bar, c'était la problématique de notre côté était qu'on était devenu un peu inaudible par rapport aux campagnes de prévention. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des campagnes de prévention, par exemple, de façon répétée, notamment pendant les périodes de confinement, etc. Et ce qui était rétorqué, par exemple, c'était à quoi ça sert puisque les établissements de nuit sont fermés, ou à quoi ça sert puisque de toute façon, nous allons fermer les bars. Et donc, ça, méconnaître cette problématique, c'est ne pas prendre les mesures nécessaires de prévention et d'information auprès des victimes, surtout qu'elles ont encore plus besoin qu'on leur tende la main dans l'espace privé. Alors, ce n'était pas complètement aberrant, cette histoire de à quoi bon pendant la crise sanitaire. Donc, si vous voyez par exemple l'évolution des signaux, alors là, on est en signaux ensemble, tout cas suspect, on n'est plus dans la soumission chimique vraisemblable. Donc, sur l'ensemble des signaux, effectivement, vous voyez, on a eu un effet up and down, entre guillemets, donc où en avril, donc plutôt dans la période du premier confinement, on a une diminution des signaux, vous le voyez en rouge pour l'année 2020. Et effectivement, lors de la levée d'état d'urgence en juillet, on a eu une augmentation des signaux. Donc, ce qu'on a vu également, c'est que c'était le milieu privé qui prenait le pas vers le milieu festif pendant les confinements. Donc, jusque-là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais effectivement, moins on interagit avec des personnes, moins il y a des risques d'avoir une intention criminelle qui se mette en route. Donc jusque-là, c'est cohérent. En revanche, ça a continué tout de même et l'espace privé a pris sa place, notamment par les fêtes privées qui se sont téléportées de plus en plus pendant la phase Covid. Ce qu'on peut voir comme pic, attention, ce n'est pas une augmentation des cas forcément, mais c'est une augmentation des signaux, encore une fois, suspects. Et là, on peut aussi mettre en perspective les changements d'habitude pendant la crise sanitaire, puisque comme vous le savez, un tiers ont augmenté leur consommation, un tiers ont diminué leur consommation et un tiers les ont maintenus. Et effectivement, dans un contexte de levée de tolérance, il est tout à fait possible qu'en renouant un petit peu trop brutalement avec la vie sociale et la fête, et notamment l'alcool, un certain nombre de blackouts ont pu être observés avec cette suspicion d'administration d'une drogue à leur insu. Donc le Covid, quelque part, a sans doute agi comme un révélateur, comme un catalyseur des risques liés à l'usage et au binge notamment.
Alors, si on regarde également le type d'agression, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le milieu privé. Donc, nous, dans les données 2020, comme je vous disais tout à l'heure, agression sexuelle, autant première mention chez les hommes et chez les femmes. Donc, vous voyez là les femmes en rose et les hommes en bleu sur l'histogramme. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les violences physiques également, donc contrairement aux idées reçues, les femmes, c'était un peu plus que les hommes, alors qu'on imagine plutôt les hommes bagarreurs assujettis aux violences. Et puis en réalité, c'est parce que tout ça se passe notamment à domicile, puisque 4 femmes sur 10 qui a été victime de violence l'a subi dans le cadre conjugal, et notamment pendant la crise sanitaire. Il ne vous a pas échappé hein, le signal sur les violences intrafamiliales. Et bien les violences intrafamiliales revêtent également un volet d'administration de substances nuisibles. Alors il y a différents types de violences intrafamiliales, conjugales, donc à la fois des violences, j'ai envie de vous dire, assumées, c'est-à-dire la personne, la victime sait qu'elle est battue par exemple par son mari, sait qu'il l'oblige, lui donne des produits par exemple, si elle a mal à la tête et qu'elle dit qu'elle ne veut pas avoir de rapport sexuel par exemple, c'est lui donner un supposé Doliprane qui n'en est pas un, etc. Donc ça, elles le savent, elles vont le dire, voilà ce qu'il fait quand je me refuse à lui par exemple, ou quand il me bat, en plus il m'oblige à boire de l'alcool de force, ou alors il m'oblige à sniffer, ou il me maintient, etc. Et il m'administre des produits de force. Donc ça, c'est pour la victime, c'est assez clair ce qu'elle a à dire entre guillemets aux enquêteurs si elle devait parler. En revanche, il y a des cas beaucoup plus insidieux et beaucoup plus problématiques, notamment à déceler, et ce sont des cas presque entre guillemets dissimulés. C'est-à-dire que la personne n'identifie pas du tout de violence dans son couple, tout lui paraît normal. Et puis, elle est droguée au long cours, pas de façon ponctuelle dans le cadre du crime ou du délit ponctuel. Et dans ce cas-là, ce qu'elle va surtout suspecter, c'est à force de faire des amnésies récurrentes, des passages de sa vie dont elle ne se souvient pas, la sensation de vertige, de sentir mal tout le temps, elle va surtout penser qu'elle est malade. Et donc, il va y avoir une errance thérapeutique où elle va voir son généraliste et puis dire qu'elle se sent pas bien, elle va voir son neurologue en disant je pense que je vais pas bien, je conduis, je me sens pas bien, etc. Et sans qu'à aucun moment on puisse soupçonner une administration à l'insu dans le cadre de violences intrafamiliales. Et très souvent, alors on a eu de cas sordides hein, de cette femme qui a découvert que pendant 10 ans, elle a été droguée par son mari et puis vendue, entre guillemets, au viol sur Internet. Et effectivement, très souvent, le révélateur va être soit un flash qui revient avec l'intime conviction qu'il ne s'agit pas d'un rêve, mais bien d'un souvenir, ou alors tout simplement la découverte de contenu, donc sur le téléphone, des clichés, par exemple, pornographiques dont on ne se souvient pas, un profil sur Internet dont on n'est pas le créateur et pour lequel on n'a aucun souvenir, on n'identifie pas les photos en question, etc. Donc c'est souvent un accident qui va faire que on va s'en rendre compte et du coup déposer plainte. Donc les vecteurs qui sont impliqués, donc souvent on pense à la boisson alcoolisée. Alors effectivement, la boisson est très utilisée, la boisson tout court, j'ai envie de vous dire, pas uniquement alcoolisée. Mais effectivement, il y a d'autres vecteurs. Déjà la prise forcée, donc je vous ai dit que ça peut passer par la menace, où il n'y a même pas besoin de vecteur. Il y a la prise directe, alors là, c'est pas la menace, c'est soit l'emprise dont je vous parlais tout à l'heure par un enfant, par exemple, qui va, si on lui dit avale ce comprimé, il va le faire parce qu'on a autorité sur lui, donc on n'a pas forcément besoin de violence ni de menace. C'est la même chose pour une femme battue, hein, donc elle sait que la menace plane, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être menacée directement pour savoir qu'elle a tout intérêt à obéir. Et donc, du coup, elle va s'y soumettre. Et puis, la prise directe, ça peut être aussi le leurre ou la ruse. Par exemple, je serais usagère de cocaïne, je suis en soirée, on me propose un rail de cocaïne, j'en ai envie. En revanche, ce n'est pas de la cocaïne qu'on m'a proposée à travers cette poudre blanche, par exemple, c'était de la kétamine ou quelque chose comme ça qui n'a pas du tout les mêmes effets. Et je me retrouve dans un état de dissociation, d'anesthésie, alors même que je cherchais une stimulation. Et là, l'agression peut être perpétrée. Donc la ruse fait également partie des modes opératoires. Bien sûr, ça passe dans la nourriture. On ne peut pas vous mettre tous les vecteurs, mais évidemment qu'il faut se méfier également des e-cigarettes et des vapoteuses. On ne tire jamais dans la cigarette, la e-cigarette, même si on nous propose de tester des goûts, puisque c'est souvent la porte d'entrée, notamment chez les plus jeunes, donc on ne teste pas de goût. Et puis voilà, d'avoir cette idée en tête que les vecteurs sont multiples et que tout ne repose pas sur la boisson alcoolisée.
Ici, c'est important de mentionner le fait que les vecteurs, finalement, sont importants. Comme vous le savez, les médicaments et les substances s'éliminent assez rapidement dans les matrices, donc le sang et l'urine. Et donc, parfois, le vecteur permet de détecter ces substances. Alors, dans un établissement festif, j'ai bien conscience que c'est compliqué, mais dans le cadre privé, c'est quand même important de savoir que quand on suspecte, voilà, on évite de laver les verres, et puis même un verre vide, tant qu'il n'est pas lavé, n'est pas vide aux yeux des experts, donc il pourra révéler la trace d'éventuelles substances. Donc, ça fait partie de ce faisceau d'indices. Et pour le GHB, ou en l'occurrence, c'est particulièrement précieux, et ça permettra même de distinguer le GHB du GBL, ce qui n'est pas possible de faire lorsqu'on est dans le sang ou l'urine, puisque tout est transformé en GHB. Alors, du coup, les substances, puisqu'on en parle, le GHB, la représentation collective, c'est la drogue du violeur, c'est ce qui est le plus utilisé. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème, cette idée reçue? Alors oui, le GHB, qu'on se le dise tout de suite, est utilisé en usage criminel. On retrouve tous les ans, à peu près, dans l'enquête, 1 à 2 cas qui sont retrouvés. Donc, il n'y a pas de mensonge dans le fait que le GHB peut être utilisé et est utilisé en usage criminel. En revanche, ce qui est dangereux, c'est de prétendre que c'est la drogue du violeur et celle qui ravage tout dans un contexte de libération de la parole, puisque c'est pas du tout ce qu'on observe, nous, dans les données. Dans l'écrasante majorité des cas, donc c'était 2 tiers en 2019, c'est plus de 73% des mentions en 2020 qui concernaient des médicaments sédatifs. Donc la plupart du temps, c'est la sédation qui est recherchée. Et quand on regarde les drogues sont aussi utilisées, mais c'est des drogues très variables, donc notamment des stimulants comme la MDMA ou la cocaïne. En 2020, c'est les dissociatifs qui sont arrivés en première position, et notamment avec la kétamine. Donc, on aura aussi voilà, des substances plus variées, parce qu'on ne recherche pas que la sédation de la victime. Parfois, on cherche à altérer son comportement. Et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête, puisque lorsque, par exemple, on utilise une exploitation de vidéos de surveillance pour soi-disant déterminer le consentement d'une victime, quand on nous a administré à notre insu des substances aphrodisiaques, hypersensualisantes et stimulantes, oui, ce qu'on va voir sur les vidéos, c'est pas la même chose qu'une personne inerte, incapable de réagir et de répondre. C'est plutôt une personne qui sera en capacité de se mouvoir et qui aura un comportement parfaitement inadapté, et qui portera des pseudo-preuves de son consentement. Donc ça, c'est le premier point qui pose problème. Et le deuxième point qui pose problème dans cette idée reçue, c'est également le fait que les durées d'élimination du GHB sont extrêmement brèves, donc c'est 6 à 9 heures dans le sang, 10 à 12 heures dans l'urine, et que du coup, quelque part, on dit aux victimes, si ce n'est que du GHB, il est toujours trop tard. Le temps d'une nuit, on ne retrouve plus rien, ni dans le sang ni dans l'urine. Et ça pose problème, parce que ce n'est pas le cas pour la majorité des substances qu'on observe, puisque avec des médicaments, on peut aller jusqu'à 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours, et parfois même au-delà selon les substances. Mais effectivement, il faut agir vite, la plupart s'éliminent. Et donc, il y a cette notion, quelque part, de décourager au dépôt de plainte en disant, de toute façon, le prélèvement capillaire, on ne te le fera jamais, ça ne sert à rien, etc. Et donc, là-dessus, oui, ces idées reçues charrient des logiques délétères pour les victimes. Et donc, si on s'attarde également sur les matrices, donc on vous a parlé du sang et de l'urine, donc ça, tout le monde le sait. Avant la libération de la parole, on connaissait peu le cheveu, maintenant on le connaît mieux. On peut aussi, bien sûr, parler des poils ou des ongles d'autres matrices, mais là, en l'occurrence, le cheveu, c'est celui qui nous intéresse. Et dans une certaine mesure, ça devient le dernier recours pour révéler la prise à l'insu des produits, lorsque le délai est dépassé dans le sang et l'urine. Il ne sert à rien de prélever le sang et l'urine dépassé un certain délai, puisque on ne détectera rien, mais ça ne voudra certainement pas dire que la victime n'a pas été droguée à son insu. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, ces analyses sont rarement réalisées, parce qu'elles coûtent extrêmement cher, hein, tout simplement. À titre d'exemple, en 2019, on avait 17% des cas qui avaient bénéficié d'une analyse de cheveux, alors même que 39% des cas de soumission chimique vraisemblable avaient été révélés grâce à l'analyse de cheveux. Et donc, c'est pour ça que je vous rappelle de penser aux vecteurs, de penser aux produits aussi, puisqu'il y a tout un faisceau d'indices qui va permettre de déceler l'usage de cette substance à des fins criminelles. À titre d'exemple, pour vous dire que quand on forme les enquêteurs, et notamment on essaye de montrer toute l'importance de l'environnement, il y a une enquête notamment où les enquêteurs ont fait un très beau travail, où ils ont pu, c'était un homicide, un infanticide avec du style NOx,
Et le Stinox, il a été retrouvé dans le corps de la jeune fille, mais également dans les canalisations de la cuisine quand l'auteur a essayé de les évacuer. Donc l'environnement est extrêmement important. Il ne faut pas tout focaliser sur la victime et ses matrices. Alors très rapidement sur ces fameux outils de réduction des risques qui ont été développés. Donc le vrai danger, comme je vous le disais, c'est de se croire protégé. On n'a rien bien sûr contre le fait que des outils soient développés, mais il faut qu'ils soient efficaces ou à minima qu'ils ne mentent pas entre guillemets sur la marchandise et qu'ils ne vendent pas une protection qui n'est pas possible. Donc là, comme on a parcouru ensemble les idées reçues, je pense que ça va aller très vite. Donc en termes d'idées reçues, vous l'avez compris, la fameuse MySafe Cup où on met juste le couvercle à verre. Donc 3 idées reçues. Sur le profil des victimes, vous avez vu, c'est souvent des chouchous. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ce sont des outils extrêmement genrés qui tendent à protéger les femmes et pas les hommes. Et donc, on a besoin de faire des campagnes inclusives qui prennent en compte l'ensemble des victimes. Ce sont des idées reçues également sur les auteurs, puisque, comme je l'ai dit, majoritairement, ils sont connus. Donc, le message reste de ne pas laisser son verre dans la mesure du possible sans surveillance, puisque si vous laissez avec le verre, avec le couvercle, sous la surveillance d'une personne de confiance qui va la trahir, et ben de la même façon, on n'a pas fait le travail nécessaire. Le troisième point, c'est qu'il y a une idée reçue également sur les vecteurs, puisqu'ils sont nécessairement promus sur des verres d'alcool, alors qu'on peut être drogué d'autres façons. On a des outils comme des vernis anti-viol. Donc l'idée, c'est le vernis qui pourrait détecter une substance quand on trempe le doigt dans le verre et donc il vire par exemple du rose au noir. Et là, ça charrie aussi d'autres idées reçues. Déjà, la technique forcément est imprécise et donc elle n'a pas de valeur médico-légale et puis elle n'est pas performante. Il y a des risques de faux négatifs, de faux positifs. Mais en dehors de ça et surtout, il n'y a qu'un certain nombre très limité plutôt de substances identifiées. Donc, ça va être 4 ou 5. Je vous ai dit que là, le panorama est beaucoup plus important. Ce sont des centaines de substances qu'on peut retrouver. Donc, on peut mal chercher. Et puis, parfois, ils sont développés aux États-Unis. Et les substances qui sont recherchées sont souvent des substances qui sont plutôt en circulation aux États-Unis, comme par exemple le Rohypnol, qui chez nous est abrogé et qui ne nécessite pas forcément un moyen de détection direct. Et donc, pareil, c'est des bandelettes pour les vecteurs. On recherche que le GHB, vous l'aurez compris. Si on cherche que le GHB, on passe à côté de tout le reste. Et puis, combien faut-il de bandelettes pour boire un verre? Je repense à la pancarte marre de faire attention à mon verre. Là, on est au maximum du faire attention à son verre, puisque comme à tout moment on peut me droguer, ça veut dire que quand le serveur me sert mon verre, je dois tremper une première bandelette parce que le serveur pourrait être l'auteur. Et puis ensuite, il faudrait que je trempe une bandelette à chaque gorgée finalement, puisqu'à tout moment, on pourrait me droguer. Et bien sûr, tout ça est aux frais des victimes et entretient l'idée que nous n'avons pas été assez vigilants lorsque nous avons été agressés ou soumis chimiquement. Donc, il y a la vigilance, elle est collective, évidemment, la vigilance est nécessaire, mais il est impossible de lutter parfaitement contre une intention criminelle. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est bien l'intention et la stratégie qu'on met pour répondre à cette intention criminelle. Donc, on peut réduire les risques, mais ça n'est que de la réduction des risques. Ce qui est important, c'est de savoir comment réagir, surtout si, malgré la vigilance qu'on a pu avoir, au bout d'un moment, ça nous échappe et on se retrouve, on suspecte une administration à l'insu, c'est comment réagir. Alors ensuite, vous avez des offres aussi pour faire tester ses cheveux, puisqu'ils ont compris que beaucoup de victimes le voulaient et que peu avaient accès à ces analyses. Et donc, ce qui est promis, donc ça coûte quand même assez cher, donc c'est jusqu'à 1490 € quand on veut les avoir dans les 5 jours. Et ce qui est promis, c'est une fiabilité, l'infalsification des échantillons et une détection de l'ensemble des substances. Alors, il y a plusieurs problèmes que ça pose. Déjà, ça n'a aucune valeur médico-légale puisque c'est la victime elle-même qui envoie ses cheveux. Donc, ça veut dire ça peut être les cheveux de ma grand-mère, de mon frère, etc. Personne n'a vérifié que c'était bien mes cheveux qui ont été prélevés. Il n'y a pas eu de scellé de justice. Et puis ensuite, la difficulté, elle est sur le fait qu'on n'identifie pas bien sûr toutes les substances quand on regarde de plus près ce qu'ils mettent derrière ces datifs.
Et puis, et surtout, moi, ce qui me pose le plus de problème, parce que je peux comprendre que des victimes à la recherche de preuves privées, parce qu'elles ne souhaitent pas déposer plainte ou qu'elles ont peur de déposer plainte, mais que néanmoins elles aient besoin de réponse, ça, je peux comprendre qu'elles fassent appel à ce type d'organisme. En revanche, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation. On vous rend une grille avec des segments de cheveux, ce sont des doseurs, clairement, et pas du tout le travail que font les experts toxicologues avec une interprétation des résultats et une réponse plus ou moins claire qui est fournie à la victime. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous donnerai qu'un seul exemple. Nous, on a eu le cas d'un patient qui croyait qu'il était drogué à son insu. Et donc, dans le cas d'une maltraitance, au final, il fait ce test et se rend compte qu'il a 4 benzodiazépines dans le corps. Donc, en pensant au départ qu'il était drogué à son insu, maintenant il pense qu'on veut le tuer. Ça va être des mois d'angoisse, des mois de panique. Ça se passe au domicile. Donc, lui, il suspecte la personne qui partage sa vie. Donc, c'est une angoisse terrible. La personne est toute seule, elle a juste une grille avec des résultats. Et effectivement, il voit qu'il y a du diazépam, du nordazépam, de l'oxazépam et du temazépam. Alors, il cherche, il trouve que le diazépam est le Valium. Il cherche nordazépam, il trouve que ça correspond au Nordaz, que c'est abrogé en France. Et il panique en disant qu'on essaie de se procurer un médicament à l'étranger pour nuire à sa santé. Il cherche oxazépam, il trouve Seresta, et donc voit qu'il y a une troisième benzodiazépine, cherche temazépam, il ne le trouve pas, mais voit bien qu'il y a un problème. Et en réalité, quand on parle de plus précisément avec lui et qu'on l'interroge, cette personne avait un trouble de l'usage de l'alcool. Elle était sous diazépam, donc le Valium, et le Valium dans le corps se dégrade en nordazépam, en oxazépam, en temazépam. Ce sont les produits de dégradation, mais effectivement, pas de bol, comme il y a plusieurs demi-vies différentes pour ces médicaments-là et qu'il y a ces demi-vies-là, enfin ces intermédiaires et ces métabolites sont commercialisés, la personne pensait vraiment qu'on essayait de la tuer. Et ça a duré des mois et ça a coûté 3 000 euros. Donc la vulnérabilité, très rapidement, parce que le plus compliqué était de parler de la soumission chimique et de déconstruire l'étendue des idées reçues. Pour la vulnérabilité, ça va aller beaucoup plus vite. Alors vous l'avez compris, il n'y a pas de vecteur. Là, vous vous êtes drogué vous-même ou vous avez consommé de l'alcool vous-même et vous avez subi ensuite une agression, donc pas de vecteur. Alors on pourrait se dire légitimement pourquoi est-ce que toutes ces victimes prétendent avoir été droguées à leur insu? Est-ce mensonge, affabulation, inversement de la culpabilité, etc. Et en réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que le point de départ est le même quand vous êtes drogué à votre insu ou que vous avez été victime d'une vulnérabilité chimique. Ça démarre par un blackout, ça démarre par un trouble du comportement, ça démarre par la porte d'entrée est la même et seule l'analyse toxicologique permettra de dire si vous avez été drogué à votre insu ou si vous avez consommé vous-même et que le simple usage de des substances volontaires a pu provoquer ces effets. Alors, effectivement, je vous rappelle qu'une soumission chimique, elle est suspectée pour toute personne qui présente des troubles psychiques de type amnésie, par exemple, et en présence de faits délictueux possibles, voire criminels. Donc, typiquement, on se réveille après un blackout, on est nu dans la rue, on a des douleurs génitales, on a une amnésie totale de ce qui s'est passé, on sait que quelque chose s'est passé, on sait que quelque chose de grave s'est passé, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas combien, on ne sait pas comment, si le rapport était protégé, pas protégé. Et du coup, on essaye de retracer le chemin. On n'y arrive pas parce que la mémoire quand elle n'est pas complètement partie, elle est partiellement partie. Et donc, on essaye de reconstituer les épisodes. On n'y arrive pas et on suspecte une administration à son insu parce qu'on ne s'est pas reconnu dans ce qui vient de se passer. Alors ici, le profil des victimes, c'est l'écrasante majorité qui sont des femmes. Ça commence plutôt vers 12 ans puisque ça correspond à l'âge de départ des consommations volontaires, je veux dire. L'écrasante majorité sont des hommes. Donc là, le cliché est beaucoup plus réel. Avec des personnes, alors là en 2019 c'était majoritairement non connu, mais c'est souvent aussi bien connu que inconnu, donc parce qu'il y a une forme aussi d'opportunisme pour les personnes non connues. On voit que vous êtes dans un état second, et puis on profite de cet état second pour vous aborder, pour vous proposer de vous raccompagner, par exemple, etc. Le type d'agression, là on est bien dans l'écrasante majorité des agressions sexuelles, et dans les lieux, je voulais attirer votre attention sur la différence entre les lieux de consommation et les lieux d'agression, puisque majoritairement, bien sûr, la consommation va être en milieu festif, mais en revanche, l'agression, très majoritairement, va être dans le lieu privé, dans le milieu privé, et on a des zones de tension qui sont bien à voir. Donc, c'est notamment le chemin du retour.
quand on quitte, quand on se désolidarise du groupe d'amis. Donc, ça va être à la sortie de la soirée, sur la voie publique, lors des transports, les transports, que ce soit les transports en commun ou les véhicules, de façon générale. Ça va être le lieu du coucher, à domicile. C'est souvent le domicile de la victime ou de l'agresseur. Elle est invitée ou elle invite chez elle dans un état second. Ça peut être un hôtel ou un motel auquel on est gentiment convié pour subir une agression, ou alors des soirées privées. On a tendance à dormir sur place en présence de plusieurs personnes connues et inconnues. Alors là-dessus, pour les substances, vous voyez, pour la soumission chimique, on a surtout parlé des médicaments. Là, clairement, pour la vulnérabilité chimique, ce sont l'alcool et le cannabis mélangés souvent à l'alcool qui sont le plus retrouvés. Et c'est bien les drogues, les substances non médicamenteuses qui sont majoritairement représentées et des fois donc associées peut-être à des médicaments et souvent dans des contextes de défense aux médicaments. Mais globalement, c'est tout de même une belle inversion des tendances puisqu'on passe essentiellement des médicaments pour la soumission chimique à essentiellement des substances non médicamenteuses pour la vulnérabilité chimique. Ça pose la question, bien sûr, du consentement et de la nécessité de la sensibilisation du grand public. Je vous rappelle les notions de base, mais vous les connaissez tous: libre, éclairé, enthousiaste, spécifique, réversible. Libre, je ne suis pas sous la contrainte. Éclairé, je sais à quelle sauce je vais être mangé. Enthousiaste, tout dit oui, pas uniquement mes mots. Spécifique, donc on peut être d'accord pour un rapport, par exemple, anal et pas pour un rapport vaginal. On peut être d'accord pour un rapport, mais pas pour un rapport non protégé. On peut être d'accord pour un rapport, mais pas pour le copain qui s'invite, etc. Et puis réversible, à tout moment, c'est le fameux arrête, j'ai mal, ou juste de changer d'avis, tout simplement. Et donc, c'est important de sensibiliser, comme vous le savez, sur ces questions-là. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre de campagnes de sensibilisation. D'autres facteurs de vulnérabilité sont importants à avoir en mémoire. C'est l'abus de substances psychoactives dans des contextes de binge, de polyconsommation, le fameux mésusage des médicaments, les troubles liés à l'usage de substances. Je pense notamment à l'alcoolodépendance chez la femme, qui est vraiment particulièrement un risque. Les antécédents d'agression sexuelle qui provoquent une vulnérabilité supplémentaire, les précarités, les contextes de fugue des mineurs à qui on propose des logis une fois qu'on les a repérés sur Snapchat. Les troubles psychiatriques, les retards mentaux, les handicaps divers en font bien sûr des cibles privilégiées parfois. Et puis l'abus de substances en milieu carcéral est également un facteur favorisant de ce type d'agression. Des vulnérabilités bien sûr liées à l'âge, donc je vous ai parlé tout à l'heure des extrêmes de la vie. Et je conclurai sur pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de judiciariser les affaires. Donc nous, ce qu'on voit dans les données drogue info service, c'est que les victimes décrivent la difficulté du blackout, l'enfer, on peut le dire, du blackout. Elles disent qu'elles ne veulent pas rester dans l'incertitude, qu'elles s'inquiètent sur ce qui s'est passé, et pourtant une résistance mais farouche au dépôt de plainte. Je ne me sens pas légitime à porter plainte, je ne veux pas porter plainte sinon ma famille le saurait, puisqu'en dehors de la culpabilité, je vous rappelle également qu'il y a aussi le fait qu'on connaît l'auteur la plupart du temps. Donc porter plainte contre son ami, son cousin, son voisin, son patron, son collègue, c'est toujours compliqué. La police a refusé ma plainte, donc là, ça montre plutôt un défaut de prise en charge où je ne me suis pas sentie écoutée à l'hôpital. Donc, si on devait résumer en une verbatim, ça serait: je ne veux pas rester dans l'incertitude, mais je ne veux pas porter plainte. Et on se retrouve dans des situations d'errance thérapeutique et de recherche de preuves privées, comme je vous l'ai dit, extrêmement compliquées. Pourtant, le dépôt de plainte, entre guillemets, est une urgence. Je vous l'ai dit, vous avez des blackouts, donc une personne qui ne se souvient pas des faits, avec une disparition assez rapide des indices. Alors, je vous parle des substances. On en a déjà parlé, des délais de détection, des matrices selon les délais, et puis après les coûts qui vont devenir plus importants et des frais qui ne seront pas nécessairement engagés. Moins on a des indices et moins les frais seront engagés. Et puis ensuite, il y a aussi les traces diverses, tout simplement, les traces ADN, les traces de spermatozoïdes et tout ça qui doit être mis en place. Mais c'est aussi l'accès aux unités médico-judiciaires auxquelles on peut accéder qu'après un dépôt de plainte. Ça permet la prise en charge des examens médico-légaux, la prise en charge des analyses toxicologiques qui sont onéreuses. La prise en charge médicale rapide, donc puisqu'on peut mettre par exemple une contraception d'urgence en cas d'agression sexuelle avec un blackout où on ne sait pas du tout s'il y a une pénétration vaginale, par exemple avec éjaculation. On peut mettre surtout une prophylaxie anti-VIH, notamment en urgence, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un dommage supplémentaire, puisqu'on ne sait pas si le rapport a été protégé ou pas. Mettre en place un suivi psychologique de façon assez rapide. Et puis encore, c'est quand même grâce à la judiciarisation, on sait qu'on est encore loin du compte, mais il faut quand même saluer ce qui existe déjà, des affaires, et au travail des enquêteurs et des experts, que cette enquête est possible, puisque ce sont les expertises qui sont demandées, les réquisitions demandées aux experts toxicologues qui nous sont transmises après.
Je finirai sur l'importance des formations des professionnels pour une meilleure coordination entre les acteurs qui est nécessaire. Et quand on dit acteurs, c'est au sens très large du terme. Donc, ça implique l'ensemble des professionnels, que ce soit les institutions, que ce soit alors pour le coup, les ministères aussi qui vont pouvoir mener à bien des actions public, c'est aussi les experts, c'est aussi les sociétés savantes, c'est aussi les dispositifs d'appel et les associations de réduction des risques, les associations d'usagers, les addictologues, les structures de prise en charge, c'est vraiment tout le monde, les associations de protection de l'enfance, c'est toutes ces personnes-là qui nous permettent de remonter ces informations et d'avoir une meilleure compréhension de la problématique. Donc, est-ce qu'on peut déjà démarrer une chose en réponse aux fameuses pancartes que je vous ai montrées tout à l'heure? Est-ce qu'on peut déjà agir sans financement, sans subvention ni rien? À minima, je vous l'ai mis en jaune, recueillir la parole sans jugement, être à l'écoute de la victime et encourager la judiciarisation. Et puis après, il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place et qui déjà à l'instant peuvent être à moindre frais. Je vous remercie pour votre attention et j'ai fini. Donc, je voudrais remercier Leïla. C'était très intéressant. On reprendra peut-être contact avec vous pour peut-être étendre le sujet parce que c'était très passionnant et ça a même touché mes propres représentations sur certains points. Donc, je trouve ça très intéressant. Et donc, on se donne rendez-vous pour le prochain Art Café qui sera le 7 février sur addiction et troubles du comportement alimentaire. Voilà, donc bah, il est 9 heures. Je vous remercie tous d'être venus. Et puis encore une fois, bonne année à tous. Bonne année. Merci.